Toi-même. T'as une drôle de chemise. Toi, t'as une drôle de robe. T'as de drôles de yeux. Toi, t'as une drôle de tête. Et les étrangers, ils font pas de vieux os chez nous. Oui, bonjour. Alors moi j'aimerais savoir si avec ce film vous avez voulu rendre un hommage ou faire une parodie ou alors faire le mélange astucieux des deux. Okay, so first question for you, Gore. With this film, did you want to pay homage to a style, did you want to parody a style, or did you want to do a little bit of both? I guess I should use this microphone. Yes, please. Hello. Well, yeah, I mean, the film was always very much a movie inside a movie inside a movie. So you've got the Mexican Greek chorus singing of the demise of the hero. The protagonist is an actor who is very well versed in Shakespeare and Homer and Leone. So it's I wouldn't say it's a parody, but it's definitely self-reflexive. I mean, the movie is very much aware of its own iconography and archetypes, because the protagonist is an actor and he's probably watched all of those movies, and I think he's very much aware of the fact that he's entering a Western genre, and he, you know, if he's creating a hero based on all the movies he's seen. So I would say both things. Ok. Moi je dirais vraiment tous les deux, parce que c'est vrai, ce film est vraiment un film à l'intérieur d'un film, à l'intérieur d'un autre film. Bien sûr, vous avez le chœur grec et mexicain qui chante, après vous avez l'héros qui est un acteur qui a sûrement lu et qui connaît Shakespeare, Homer, Léon, etc. Donc bien sûr c'est une parodie, mais aussi à la fois c'est un film qui se regarde, qui a conscience de ce qu'il est. Par exemple, vous avez encore une fois l'héros qui est un acteur qui a sûrement vu tous ces films de West dont rendre hommage, et on sait aussi qu'il rentre dans ce monde par choix. Autre question? Oui. Je ne sais pas si c'est un film pour adultes ou un film pour un public plus jeune, mais en tout cas c'est un film extrêmement riche en références. Et quand on s'aventure dans ce genre de narration, quels sont ces repères pour ne pas aller trop loin, pour que toutes les références restent en quelque sorte visibles? So he says this film is for kids, but also very much for adults in its references, of course. What did you do? Did you set limits on yourself to not go too far in too obscure references to make it all relatable? It's a good question. Bonne question. The limits are really based on finding a tone, because you know, we may be vaudeville at one moment, we may be absurdist at another moment, we may take it very seriously at another moment, and they become intuitive. They're not conceived ahead of time. As you're making the soup, you're changing ingredients. The soup starts to tell you what it needs, so you know, as we're sort of developing the narrative, it starts to be very demanding, like a child, and it starts to inform. You know, what if you try to put something in it, it'll kick it back out, reject it if it doesn't fit into the tone. Donc pour les repères, c'est une bonne question. En fait, nous on essaie vraiment de trouver tout d'abord un ton ou un style. Et c'est vrai, dans ce film, parfois c'est un peu burlesque, parfois c'est un peu absurde, parfois c'est sérieux. Donc au fur et à mesure, c'est devenu quelque chose d'intuitif. On n'a pas mis les repères comme ça dès le début, mais au fur et à mesure, c'est comme si vous faites une bonne soupe. Au fur et à mesure, vous changez la recette, vous ajoutez quelque chose. La soupe vous dit ce dont il a besoin. Donc c'était un peu pareil avec ce film. Pendant qu'on l'a développé, c'était un peu comme un enfant qui demandait toujours ce qu'il avait besoin, et s'il y avait quelque chose qui n'allait pas très bien, le film de lui-même a jeté cette idée. Donc c'est venu un peu à partir du film. D'autres questions? Jusque-là, le western nous racontait la quête de l'or, ou bien alors la découverte du pétrole. Aujourd'hui, c'est l'eau. Est-ce que c'est un signe de la décadence de notre génération, ou est-ce un message écologique? Okay. So in the olden days, we used to see these quests for gold or for oil, and now it's water. Is that just a sign of the times, or are you trying to make some sort of a green statement with that? It's interesting because the hydration issue came out of an organic need for a plot,
and I'm a fan of the Western where, the sort of postmodern Western where maybe the myths are dying. Leone's Westerns, Peckinpah, where the gunfighter, it doesn't belong anymore because maybe the railroad has come, or progress has come to the West, and the silhouette, the individual is becoming blurred because of all the clutter of progress. So we needed currency. We chose water as currency. In California, we're very much, the film Chinatown is based on very much true facts about how water was manipulated early on in Los Angeles. So we sort of, borrowed that to just serve as a basic plot function, first and foremost. But I think it's impossible to talk about progress and not maybe have a little bit of a green statement, because I think we're all kind of living in a time where we feel like, when did we, just like the gunfighter maybe felt at some point, when did we sign on to this train, jump on this train of progress and growth, and maybe now we're kind of forgot where we're going and we're just progressing. So the extinction of the myth was really first and foremost, and then water kind of served the plot function, but ended up being green as well. Okay. Donc cette idée de la quête de l'eau, en fait, au début c'est tout simplement parce qu'on avait besoin d'une histoire, il fallait qu'ils cherchent quelque chose, donc voilà, on a choisi l'eau. Mais moi j'aime bien cette idée des films de West, surtout les films post-modernes, où les mythes sont en train de mourir, comme dans les films de Peckinpah. Par exemple, là où on voit le vieux cow-boy qui n'a plus sa place parce qu'il y a le train qui arrive, parce qu'il y a du progrès, etc. Donc nous on avait besoin de monnaie quelque part, donc nous on a choisi comme monnaie de l'eau. Et voilà. Et aussi, bien sûr, je fais une référence au film Chinatown, qui est basé sur les faits réels à Los Angeles, quand l'eau a été vraiment manipulée par les personnes au pouvoir. Donc nous, on a emprunté un peu cette idée. Mais c'est vrai, on ne peut pas aujourd'hui parler du progrès sans parler de l'environnement, des choses qui nous arrivent, etc. Donc peut-être nous, on est également un peu comme ces cow-boys qui avaient l'impression d'être un peu perdus, de se demander est-ce qu'il faut que je saute sur ce train de progrès ou pas. Je me demande si parfois, nous, on oublie où le train est en train d'aller. Donc effectivement, il y a cette idée des mythes qui sont en train de mourir, comme dans les vieux films de western, mais également, il y avait besoin d'une histoire, donc c'est pour ça qu'on a choisi de l'eau, et aussi, il y avait aussi, bien sûr, cette idée de verre, de l'environnement là-dedans. Oui. Une question qui s'adresse aux deux invités. Quand et pourquoi l'envie d'un film d'animation leur est venue? Comment? Un film d'animation? Quand et pourquoi l'envie d'un film d'animation est venue à nos deux invités? D'accord, okay. So just a question for both of you. Abigail, maybe you can start. Why the idea of working on an animated film when you haven't done that in the past? Well, I've done some voiceover before, but never like an animated feature film. So, I don't really go in terms of I say I want to do this genre now. I'm more just, go by the script and by the character, and I thought that this was a really, great character and, a great cast and a great director and a really cool story. So that's sort of why I wanted to do it. Voilà, donc tout d'abord la réponse d'Abigail. Elle dit, c'est vrai, j'avais fait quelques voix dans le passé, mais jamais un film entier d'animation. Mais moi, je suis pas le genre d'actrice qui dit, je veux faire tel genre maintenant. Moi, j'ai choisi plutôt par les scénarios, par les personnages. Et ici, je trouvais les deux étaient géniales. Et aussi, j'ai adoré le cast, le réalisateur et l'histoire. And Gore, why for you? Why this appeal, animation? Well, it's not completely foreign because when we're making a film these days, we use a lot of computer-generated animation, so sequences. We develop relationships with artists, and I'm a fan of animation as a technique to tell a story. I don't consider it a genre. I consider it a method, so. I just really wanted to try something we haven't tried before. Okay.
Voilà, donc il faut dire en tant que réalisateur, tout ce qui est un peu animation n'est pas étrange à mon sens, puisque quand vous faites un film aujourd'hui, forcément vous êtes obligé de servir des effets spéciaux, tout ce qui est CGI, etc. Donc moi j'avais déjà des relations avec des artistes, donc je connaissais déjà un peu, mais aussi moi je suis une fan de l'animation, pas en tant que technique, pas en tant que genre, mais plutôt comme une méthode. Donc c'est pour ça que je me suis dit, allez, pourquoi pas essayer quelque chose de nouveau. Voilà. Pour rebondir sur la question d'avant, sur l'eau, est-ce que c'est pour ça aussi qui a motivé le choix de Las Vegas, qui est à la fois la cité du rêve, puisque l'eau conduit au rêve, mais aussi la cité de l'argent, de la monnaie, avec la crise, etc. D'où une seconde question. Souvent, le western n'est qu'un prétexte à parler de notre société, les westerns anciens, etc. Okay, so first a question on Las Vegas, this choice of Las Vegas in the movie. Is it representing a city of dreams, a city of money, kind of tying it in with the whole water theme? And also, is the Western and the idea of a Western a pretext just for society today? Is it idea of a Western a pretext? Yeah, c'est ça, un prétexte pour la société d'aujourd'hui. Yeah, another way of showing our lives today, our society today, via the Western. Well, I think the Western has been... The mic, please. Sorry. That's okay. I think the Western's been kind of hiding a little bit, just not being told in the West. I mean, Star Wars, I think, is a Western. I think Pirates is a Western, and very much it's very hard not to compose a shot and be influenced by, for at least for me, by the Western genre, and because those filmmakers were so influential. I think maybe people are longing for a simpler time. There's something about the West because it was sort of the end of a particular era that maybe by returning to the West to tell a story, the narrative becomes quite simple. You've got ultimate choice, got black and white, life and death, the gun on your hip, the silhouette, sort of uncluttered. You can deal with good and bad, good and evil, and there's not so much gray, I think, when you are telling those kinds of stories. So I think people are maybe the Western's coming back and can be told in its original landscape because of the desire for something simple. Las Vegas, it's kind of obvious to me. It represents, boy, I better be really careful what I say right now. There's it's a crossroads. You're making a deal. Donc voilà, tout d'abord pour parler des westerns, moi je trouve que depuis longtemps le western est toujours avec nous dans les films, mais en cachette. La Guerre des Étoiles pour moi c'est un western, la trilogie des pirates en quelque sorte c'est un western. Et pour moi en tant que cinéaste c'est difficile de tourner, de faire un cadre sans avoir l'influence de ce genre et de ces cinéastes qui ont tellement marqué ma génération avec des films western. Et je pense aussi que peut-être les gens d'aujourd'hui ont envie de quelque chose de plus simple. Et les films, les westerns, ils représentent un peu le fin de l'époque. C'est très simple dans l'Ouest. Tout est noir et blanc. C'est une question de la vie et la mort. On a le pistolet ici sur la hanche. Il y a aucun gris. Tout est vraiment noir et blanc. Donc peut-être aujourd'hui le western est en train de revenir à sa version originale en quelque sorte, juste parce que les gens ont besoin de quelque chose de plus simple. Et en ce qui concerne Vegas, bon je crois que c'est assez évident, il faut peut-être que je fasse gaffe quand je parle, mais pour moi c'est vraiment une carrefour en quelque sorte, c'est là où on peut faire un bon deal si vous voulez. D'autres questions? Oui. Quel est le travail d'un réalisateur de film live sur un film d'animation, que ce soit par rapport justement à l'animation ou au doublage? Et par rapport au doublage, est-ce que c'est si différent que de jouer devant une caméra? Okay, so two-part question. First for you, Gore, as a director, how is the work different directing this kind of a film as opposed to a live-action film? And then for you, Abigail, tell us about your work doing the voiceover and working as an actress using your voice. Okay. The simplest explanation would be that everything is conceived in animation. So there are no gifts, along the way. You have to fabricate everything. You have to fabricate anomaly, fabricate
awkward moments. We really tried to make it feel like the end result was a camera on my shoulder and there's a 5'8" lizard talking to a tortoise, and it's occurring, and we're sort of capturing it, with a net as it's happening. But that's a lie, because every twitch of an eye, every movement of scratching your chin, any hesitation is all a discussion, iteration. So the live action part of a 3.5-year process, a year and a half with storyboards, 20 days with the actors recording the sound, and then a year and a half up at ILM. That 20-day period with Abigail and the rest of the cast was the only opportunity to respond intuitively to something and to maybe get some gifts, surprise as an actor slips off the page and reacts to another actor. Sometimes you're looking for something honest when maybe even the performer forgets what everybody comes in with an intention, and it's nice when that is dissolved. Ok. Voilà, donc il faut savoir quand on travaille sur un film d'animation, tout est prévu d'avance, c'est obligé. On n'a aucun cadeau, il n'y a aucune spontanéité, parce qu'en fait on est obligé de créer tout de A à Z. Donc tous ces moments tellement chers dans les films, quand on filme le film vrai, entre guillemets, par exemple, si j'ai caméra sur l'épaule et je suis en train de filmer un caméléon qui fait à peu près de ma taille, avec une tortue en train de discuter, etc., ça on ne peut pas faire, parce qu'il faut tout créer, il faut créer des petits clins d'œil, etc. Donc il faut savoir que la procédure est assez longue. Il fallait 3 ans et demi en tout, 1 an et demi au début pour écrire l'histoire de storyboard, 20 jours avec les acteurs et après 1 an et demi avec ILM. Donc j'avais que ces 20 jours, c'était ma seule opportunité de travailler un peu d'une façon intuitive, où j'ai pu avoir ces cadeaux de mes acteurs. Donc par exemple, il y avait des improvisations. Moi j'ai cherché en tant que réalisateur quelque chose de honnête, et c'était que pendant ces 20 jours que j'ai pu trouver ces petits quelque chose grâce à mes acteurs. So Abigail, tell us a bit about those 20 days for you then. What was it like? Did you slip off the page? Did you give anything like that to Gore? It was a lot of fun. It was definitely, different than how most animated movies are made. We were not in a recording studio just saying our lines into a microphone. We were actually in a room together, which was, it was great because you get to sort of react to the other actors as you would if you were making a live action movie, which, it definitely helps. And it was a lot of fun. I mean, you just sort of get to play off of each other, which is a lot easier to do when you're actually face to face with someone rather than just saying it to a screen. Voilà. Oui, en fait, ce qu'il faut savoir, Abigail nous dit, ce qui était différent sur ce film, c'était très différent que les autres films d'animation, à savoir, normalement, vous êtes toute seule dans un studio, c'est juste vous-même, un écran et un microphone, alors qu'ici, on était tous dans une pièce ensemble, et c'était génial parce qu'on a pu réagir comme si c'était un film fait avec des prises de vue réelles. Donc pour moi, c'était très sympathique, parce que c'est beaucoup plus facile de réagir quand vous êtes face à quelqu'un d'autre, et pas juste face à un écran. Gore, I know a lot of directors in animated movies, they like to slip themselves in and do a cameo. Did you do that? Je sais beaucoup de réalisateurs, ils aiment bien faire des petites apparitions dans les films dessins animés. Est-ce que c'était le cas de Gore? Well, in the first 16-month story period, we're doing all the voices, myself and Jim Burkett, storyboard illustrator, and John Logan, because I did my bad version of Abigail's part. For some reason I ended up doing all the women. I did a few characters that stayed in but for whatever reason, pitch. As we started to fill in the cast, we were missing a few characters, so there are a few little places, but not intentional. D'accord. So your voice actually in the movie? Yeah, I'm Sergeant Turley. For real? You who? Talk about it! Mais voilà, donc c'était ça ma question en poker. C'était souvent, voilà, les réalisateurs, ils font des petits personnages, donc ils nous expliquent que pendant les 16 mois au début, ils ont quand même couché des voix en entendant les vrais acteurs. Donc ils faisaient ça avec Jim Burkett et John Logan, et lui, il faisait ce qu'il dit une mauvaise version du personnage d'Abigail, et il faisait tous les femmes, donc à l'origine. Mais à la fin, il a dit quand même, il y avait quelques répliques d'ici et là qui étaient faites par lui, donc celui qui vient lui faire à la fin. Une autre question? Voilà, qui a le micro?
J'ai une double question, elle a trait à une curiosité et à une surprise. Vous avez choisi pour le casting voix la version originale des acteurs célèbres. À l'export, habituellement, dans les pays de présentation, on a tendance aujourd'hui à en faire de même, et pour autant, il n'y a aucune voix célèbre dans la version française. Est-ce que c'est un choix délibéré et qu'est-ce qui le fonde? Et pour ce qui est de la surprise, c'est évidemment l'apparition totalement évidente de Clint Eastwood. Est-ce que ça a supposé des négociations? Et s'il a vu le film, qu'en a-t-il dit? Quelle a été sa réaction? Okay, so first question is about the voices. A lot of times when films are exported and they're dubbed into the other languages, they take famous actors to dub those voices, like there's famous actors in the original version. But in this particular French version, there really isn't anyone who's quite famous doing a French voice. Was that an intentional choice? That's the first question. I don't participate in that, so I don't know. I know I have a good friend, Alain Chabat. He's a good friend. He's not doing it. Non, il dit, je connais bien Alain Chabat, c'est un bon copain, mais lui il le fait pas, il fait Shrek, oui c'est ça. Yeah, I don't know. That's, you know, literally finished the film 3 weeks ago, so. Okay. Donc il dit, nous on a fini le film il y a 3 semaines, voilà, le film a fini il y a 3 semaines, et moi je participe pas en fait à ce choix d'acteurs dans les autres pays, donc je ne sais pas trop. Et quant à la deuxième question, he's talking about the apparition of Clint Eastwood that comes toward the end of the film. Tell us about that, getting that, did he know, what did he say about it, or what kind of reaction did you get? No, I'm very scared when he finds out. Très peur, no, boo, you're going to be very scared. Yeah. No, moi j'ai très peur pour quand il le sait. No, seriously, did you have... No, it was always intended to be a parody. So we felt like, you know, Rango is, you know, is aware of the fact that he's in this genre. He's aware of the fact that he's going to become the Western hero. So in his visitation, in his dream, after kind of crossing the boundary to the other side, and his epiphany and his resurrection and return, he's visited by the quintessential man with no name. If he was a fan of Elvis Presley, it would be Elvis Presley meeting him. So it was always the case that it was going to be a parody, and yeah, we never, no, we wouldn't bring it up. I don't want him looking at me like that. Ok, donc bien sûr, dès le début c'était un parodie, et en fait il faut savoir que Rango il est très au courant qu'il est dans un genre, et en fait après il a ce moment fort du film quand il traverse la route, il a sa résurrection en quelque sorte. On s'est dit ça serait logique qu'il soit visité par l'ultime, l'homme qui n'a pas de nom, quoi, l'homme sans nom. Donc si Rango était un fan d'Elvis, ça aurait dû être Elvis, mais nous c'était un fan des westerns, donc voilà c'est Clint Eastwood. Mais nous on n'a pas demandé entre guillemets pour que ça soit Clint Eastwood, et je suis curieuse de savoir ce qu'il va nous dire quand il le sait. Voilà, il y a pas mal de scènes oniriques dans votre film, et ça rappelle aussi, je crois que c'est dans Pirate numéro 3 où il y a aussi des scènes comme celle-ci. Est-ce que vous vous demandez si vous risquez de déstabiliser le public, et est-ce que c'est simplement parce que ça vous plaît aussi de faire un peu d'expérimental dans les grosses productions? Okay, so he's saying there are quite a few scenes like this also in the Pirates trilogy. Are you trying to shake up the audience a little bit, or is this just sort of your style and the way you're going with it? Quite a few scenes of what? Like, vous faites référence à References, Eastwood, ouais, par exemple. voilà, a scene like that, just things that are a little bit different or kind of edgy. Well, I think you know, when I grew up, there were movies where I think how to explain it. I mean, you know, people gave money to Dennis Hopper and sent him out in the desert to go make a movie. So you didn't have data informing how movies were made. You had kind of, it was a little more freedom, and certainly when we set out to tell this Western, we were, you know, the artists that I brought together were very much fans of, you know, Monty Python and the Holy Grail or something like that. So even, you know, Mel Brooks. So there is a lot of pursuit of absurdity and trying to find, you know, something singular, or to, if you're going to go directly at an archetype, to try to kind of turn it upside down a little bit. Voilà, donc
j'ai du mal à m'expliquer. Il dit, à l'époque, bon, vous le savez, les gens ont donné l'argent à Dennis Hopper pour qu'il vende, quand il va dans le désert et il tourne un film. Il y avait beaucoup plus de liberté à l'époque et j'essaie de garder ça aujourd'hui quand je fais mes films. Donc les artistes qui ont travaillé avec moi sur ce film sont les artistes qui n'aimaient pas seulement des films western, mais aussi tout ce qui était un peu absurde, comme Monty Python ou Mel Brooks par hasard. Donc c'est pour ça qu'on passe beaucoup de temps à chercher tout ce qui est absurde. On cherche des choses qui sont un peu uniques et de prendre des archétypes, en fait des choses conventionnelles et les détourner complètement. Oui, effectivement, c'est quelque chose qu'on cherche beaucoup. D'autres questions? Oui, voilà. Il y a beaucoup d'animaux représentés dans le film, sauf les chevaux. C'est un western quand même, je suis étonnée. Et la deuxième question, c'est le choix du caméléon pour jouer le héros. Est-ce que c'était une évidence pour vous? So she's saying lots of animals that are in this movie, but we don't see any horses. Did you think of putting in any real horses at any point in this movie? And second question, why a chameleon? Was it always a chameleon from the get-go, and if so, why? Horses, we early on, one of the guys at the house drew Rango on a tarantula, and then somebody else drew Rango on a roadrunner, and we felt like we had our horse. We tried to have a little bit of scaling logic, not a lot. We have rabbits and beetles at the same size, but we tried to kind of early on say coyotes would be big and horses would be even bigger, and so there wasn't a real logic. But once we saw them riding the Roadrunner, we just felt like that felt great, and it was an intuitive thing. And what was the other question? Why a chameleon? Was that just the first idea from the get-go? Did you ever think of any other animal? Do you want to translate the first one? Ok, d'accord. Donc j'ai traduit d'abord. C'est bon. Okay. J'ai traduit d'abord la première question qui était sur les chevaux. Pourquoi pas les chevaux? Et il a dit au début, oui, effectivement, on a songé peut-être à mettre des chevaux, à les mettre dedans. Mais quand on était à la maison, une fois, on a dessiné un petit peu avec Rango sur d'autres animaux pour voir ce que ça allait donner. Et donc, on a mis sur un gros tarantula, c'est une grosse araignée tout moche. Après, on a mis sur le Roadrunner, qui est l'oiseau qu'on voit dans le film. Et on s'est dit, bon, il faut rester quand même à peu près dans les mêmes tailles. Effectivement, on a des lapins et des insectes qui sont à peu près la même taille, mais quand même, on ne voulait pas faire un tout petit caméléon avec un énorme chevaux. Pour nous, ce n'était pas logique. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit, on va rester avec cet oiseau, le Roadrunner, sur lequel il est dans le film. And the second question is about the chameleon. Why the choice? Right. Well, it's a process. It started with Western genre creatures of the desert. That was it. Then, well, we need an outsider, man with no name. He should be a fish out of water. He should be aquatic. That led to he should be a chameleon. If he's a chameleon, he should be an actor. If he's an actor, he should have issues. And that led to kind of this identity quest. So there were many steps, but as soon as we found this idea that he was going to be a chameleon, that sort of informed the story. And in 2003, I had a 12-page outline that sort of laid out the beats of the story. I showed that to Johnny, or talked him through it, and he committed, and then we went off to make 2 pirate films. And after that, I said, I'm going to focus on developing the narrative, and that's when we really started beginning. Donc en fait c'était tout un procès pour arriver à ce choix de caméléon. On a commencé en disant bien sûr ça allait d'un genre qui est le western, donc voilà, si on disait western ça va être surtout des animaux du désert. Après on s'est dit bon, pour rentrer dans ce monde de désert il fallait un animal un peu différent, du outside comme on dit, quelqu'un d'aquatique, donc pourquoi pas un caméléon. Après on a le choix des caméléons, on s'est dit bon écoute un caméléon il change de couleur, il va être un acteur. Après on s'est dit bon un acteur il a souvent des problèmes, donc pourquoi pas cette quête d'identité. Donc c'est comme ça qu'on a développé le personnage en quelque sorte. Et puis en fait à partir du moment où on a fait ce choix, c'est ça qui a aidé l'histoire depuis 2003. En fait c'est là où j'ai eu le premier idée pour l'histoire. J'ai parlé de cette histoire à Johnny Depp chez moi une fois. Lui il a dit d'accord, il s'est engagé pour le faire. Et puis après on est allé faire les 2 films Pirates que vous connaissez. Et après on s'est concentré sur ce film-là. D'autres questions, Lisa? You mentioned some of your references earlier that you admire, like Monty Python and Mel Brooks, and I had a grin on my face the whole time I was watching the movie. I think Rango is an extremely original character, and yet I think maybe in his self-deprecating humor and his resourcefulness, he might be slightly related to someone else who's green, which would be Kermit the Frog. So I was just wondering if Kermit and Rango were in the green room before a talk
show, giving each other hints on longevity, what you think they might say to each other. Although his lady friend is nothing like Miss Piggy. Je voulais dire que j'apprécie ce film énormément et pour moi, Rango est très très original, mais il est peut-être apparenté à un autre personnage vert qui est Kermit la grenouille, Kermit the Frog, et je voulais savoir si ces deux personnages-là avaient la possibilité de se rencontrer, qu'est-ce qu'ils pouvaient dire entre eux. Well, I think it's not easy being green. C'est pas facile d'être vert, comme dit Kermit. No, was not a direct influence, but now that you say that, I think there are probably a lot of similarities. Also, Don Knotts. Try to jump in there. Oh, no, I just said who? Who? Oh, Abigail. What? The greatest actor, American actor ever to exist. Voilà, donc je rattrape tout le monde. En fait, donc il dit effectivement que Kermit, c'était pas une vraie influence directe, mais quand même, effectivement, il y avait des similarités. Aussi, il parle de l'acteur Don Knotts, qui était un grand acteur américain qui a fait beaucoup de feuilletons aux États-Unis. Et Abigail lui dit qui? Et du coup, Gore il dit un des plus grands acteurs américains. Et voilà. Anything else to add? No. Abigail, tell us a bit about when you heard about the movie, when you were asked to do the movie, how that happened and why you said yes. Pourquoi Abigail justement a dit oui à ce film? Well, basically I got an illustration of Priscilla in the mail, and as soon as I saw it, I fell in love with it. I thought she was absolutely adorable, and when Gore asked me to be in it, it was sort of like the easiest decision because it was a really great character, and yeah, I loved it. I thought it was awesome. Voilà, donc tout d'abord, on m'a envoyé une croquis en fait de Priscilla par la poste, donc j'ai vu le personnage dessiné et tout de suite je suis tombée amoureuse. Donc effectivement, quand Gore m'a posé la question si je voulais faire le film, je disais tout de suite oui, c'était très facile comme choix, d'autant plus que le personnage est chouette et tout le cast, tous les autres acteurs étaient extrêmement sympas, ça me fait beaucoup plaisir. Quelqu'un a le micro? Et derrière. Bonjour. Ma petite sœur surtout a vu beaucoup de références à Johnny Depp, bien que tout le monde parle des références au western. Gore Verbinski a dit qu'il a travaillé le film aussi avec Johnny Depp, donc je voulais savoir si Rango aurait été le même sans Johnny Depp. Okay. So she's saying she saw the film with her little sister who saw lots of references to Johnny Depp, and of course his performance is so integral to this film. Could there have been a Rango without Johnny Depp? No, I don't think it never occurred to me. I mean, I don't think of anybody else who could play the part. And when I think of Johnny, I think of a chameleon. He's a huge movie star, but he's really a character actor. And originally, from just the sketch of the movie and talking to Johnny about it, he committed. Basically, the conversation was, I'm doing an animated movie about a lizard who's a chameleon with an identity crisis, and it's going to be a Western. And Johnny said, that sounds like great, let's do that. And so that vote of confidence also allowed me to go work for a year and a half with no affiliation to any studio and continue to develop the project. Non, ça m'est jamais passé par la tête de travailler, de faire ce film sans quelqu'un d'autre sauf Johnny Depp. Il faut savoir, Johnny lui-même est un caméléon en quelque sorte. C'est vrai, c'est une énorme star du cinéma, mais c'est aussi vraiment un acteur, ce qu'on appelle un character actor, quelqu'un qui sait faire plein de petits rôles, plein de personnages différents. Et en plus, moi, quand je lui ai expliqué ce film, je lui disais vraiment tout simplement, j'ai une idée d'un film, c'est un caméléon qui a une crise d'identité et ça va être un western. Et tout de suite, Johnny m'a dit, ok, d'accord, j'achète, je vais le faire. Il s'est engagé tout de suite et sa vote de confiance, c'était tout ce qu'il me fallait pour pouvoir travailler pendant 1 an et demi sans aucun soutien du studio. C'est vraiment quelqu'un de génial. Alors j'ai encore une question est-ce que cette expérience vous a donné envie de continuer à travailler dans l'animation pour vous deux? Et où en est l'adaptation de Lone Ranger? Voilà, donc la première question, first question for both of you. Did this experience make you want to do more animation in the future? And second question, when will you do an adaptation of The Lone Ranger? I'd love to do more animated movies. It's just a fun, I don't want to
say genre because I have an aversion to that. But a genre. I just think it's a cool, I love animated movies, I always have, and yeah, I mean, I'd like to do more, but I feel like I've been spoiled by doing, this because it was just so much more fun than just being in a recording studio, so if I could do it like this again, then I'd like to do it. Voilà. Donc tout d'abord... There you go. Donc Abigail nous dit oui, j'aimerais bien faire d'autres films d'animation. Je ne veux pas dire des films de ce genre parce que j'aime pas du tout ce mot genre. Je veux juste dire que j'adore les films animés, les dessins animés. J'aimerais bien faire plus, mais je suis un peu gâtée en quelque sorte parce que ce film était fait de manière tellement différente que d'autres films d'animation. J'aimerais bien en refaire si ça peut être comme ce qu'on a fait ici. Nico, how about you? More animation? Yeah, eventually. My respect for animation directors has gone way up. It's exhausting. So we'd definitely like to get back to something, live action. And that might be The Lone Ranger. We're working on a screenplay. So too early to say. Thank you. Donc oui, éventuellement, j'aimerais bien faire un autre film d'animation. Je peux vous dire, j'ai beaucoup de respect pour les réalisateurs des films d'animation parce que vraiment, c'est quelque chose de très, très fatigant. Donc tout d'abord, je peux faire un film en prise de vue réelle, peut-être le Lone Ranger, on ne sait pas pour l'instant. On est au stade de travailler sur le scénario, mais rien n'est fixe pour l'instant. Oui. Je voudrais revenir sur les références dont on parlait tout à l'heure, références western. Est-ce que vous vous souvenez du premier western que vous avez eu? Lequel était, quel âge vous aviez? Et quels sont ceux qui vous ont vraiment marqué dans votre enfance? So questions, we were talking earlier about westerns and the influence of western. Can you remember how old you were when you saw your first western and which ones influenced you the most? Well, probably don't remember because it was probably something on television, but I do remember sneaking into Sergio Leone's, I don't know what it was called here, it was called DocuSoccer in the States. And feeling like I was probably 9 years old, definitely age inappropriate, and feeling like it was looking through a window into a forbidden world. And from there, I mean, I really came at the Western from the back door, or reverse. I mean, I came in from Leone, who was really already commenting on John Ford. I came in from Peckinpah, who was already, those guys were examining the end of an era, and I started to appreciate John Ford later, later in life. Donc, en fait, à mon avis, les premiers westerns que j'ai vus, c'était à la télévision. Forcément, je me souviens pas très bien. J'ai un souvenir quand même d'essayer d'aller en cachette voir un film de Sergio Leone qui s'appelait en anglais DocuSoccer. C'était une fois la Révolution. D'accord, merci. Donc, je devais avoir à peu près 9 ans, donc vraiment trop jeune pour voir ce genre de film. Mais à l'époque, j'avais l'impression que je regardais à travers une vitrine dans un monde un peu interdit. Donc, c'était vraiment le sentiment que j'avais à l'époque. Mais il faut savoir que moi, j'ai découvert ce genre un peu à l'envers, si vous voulez. J'ai découvert tout d'abord Sergio Leone, après John Ford, après Peckinpah. Donc, j'ai l'impression que les réalisateurs que j'ai découverts, c'était un peu la fin de l'époque des westerns. Et puis, vraiment, j'ai pu vraiment apprécier John Ford plus tard, parce que lui, bien sûr, c'était un des réalisateurs du début de ce genre. And Abigail, how about you with animation? Do you have one animated film maybe that influenced you in your life, or a character that you always wish that you could have been? Est-ce qu'il y avait un personnage d'animation qui vous a marqué, Abigail, quelqu'un que vous avez souhaité être? Well, I loved, I have a lot of animated movies that I really love, but I think that the first one that I really saw that I loved was The Little Mermaid, and I wanted to be Ariel for a really long time. Yeah, so I love that movie, and I think that was the first sort of animated movie that I saw. But then I also saw this movie called Quest for Camelot, and it was really good, and I loved that too. Those were like the first two movies that I would watch like on a loop over and over, I think. Okay.
Donc, quand Abigail a des questions sur le premier film d'animation qui l'a bien marqué ou le personnage, elle dit qu'elle adorait les films dessins animés depuis très longtemps, mais surtout c'était La Petite Sirène qui l'a marqué le plus. Elle avait vraiment envie de devenir Ariel quand elle était petite. Et en fait, à part ce film, elle aimait beaucoup un autre film dessin animé qui s'appelait Quête pour Camelot. Je ne connais pas Quête pour le Camelot. Et voilà, elle dit ces deux films-là, elle regardait en boucle quand elle était petite. Alors, la dernière question, s'il vous plaît. Oui, une question pour revenir sur la notion de... Je suis désolée, on m'a dit que je suis obligée. On peut faire la dernière ou non? Ok, pardon, dernière question. Sur la notion de méthode et non pas de genre en tant qu'animation, compte tenu des progrès monstrueux, des effets spéciaux, on peut pratiquement tout faire maintenant avec les films live, qu'est-ce qui reste un domaine où l'animation reste maître? Attendez, donc répétez la question. Oui, un domaine où seule l'animation peut donner satisfaction à un raconteur d'histoire. D'accord, est-ce que c'est assez en genre Voilà, parce que vu la qualité des effets spéciaux dans les films live, est-ce que l'animation a toujours sa place? D'accord, okay. So you were talking before about animation not being so much a genre as sort of a tool, something to work with. Would you say that there still is a place for animated movies today, in today's world where there's so much animation and CGI in live action films? Is there still a place for it? Oh yeah, I think what I hope happens, and I don't know when. Again, I remember. I mean, I'm influenced by like Miyazaki, but also like Ralph Bakshi, and Harryhausen. I mean, there was a time when Jan Stinkmeyer, and there was a time when animation was a lot of different things. And somewhere along the way, it became like if it doesn't fit in a Happy Meal box, then no one's going to produce it. And I think what I hope is going to happen is in this kind of collision of live action directors, maybe working on animated movies, and you'll start to see maybe a PG-13 animated adventure film. Maybe you'll see some people sort of pushing it back to. Where it doesn't have to fit into that box. It can be, go for a specific audience rather than just young kids and moms. So hopefully we'll see more of it. And I don't mean to say that it's going away. I think it's hopefully going to start to diversify. Voilà. Donc il faut savoir que moi j'ai grandi en regardant toutes sortes d'animations comme nous tous, c'était entre autres Harryhausen, Jan Sinkmeyer, et à l'époque l'animation était très différente, il y avait d'autres sortes d'animations, et puis au fur et à mesure on est venu où on est aujourd'hui, où si ça rentre pas dans une boîte à Happy Meal chez Matto, en fait on va pas le produire. Donc moi ce que j'espère c'est que justement l'animation va pouvoir pousser un peu les frontières en quelque sorte, qu'on va pas être obligé de toujours rentrer dans cette boîte de Happy Meal de Matto, qu'au fait on va pouvoir faire des films pour des publics spécifiques, pas juste pour les petits-enfants et les mamans, et qu'on va avoir beaucoup plus de diversification, en fait, si vous voulez, dans les films d'animation. Ça, je le souhaite. Et voilà, je suis désolée, on est obligé d'arrêter là. Thank you so much to both of you. Thank you. Merci beaucoup.